Alors nous sommes le 9 décembre 2024. Mon tirage portera sur Abu Mohamed al-Joulani, c'est-à-dire celui qui est pressenti à remplacer Bachar el-Assad, président de la Syrie, qui est parti en fuite et qui, donc, d'après les actualités, est à Moscou en ce moment, pendant que je suis en train de faire pendant que je vais faire le tirage. Du coup, mon tirage portera sur lui. Je vais d'abord faire un tirage de personnalité pour savoir à qui j'ai affaire et pour pouvoir mieux comprendre la suite. Et ensuite, mon tirage portera sur qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va se passer vis-à-vis de ce Abu Mohamed al-Joulani. Alors au niveau de l'émotion et du cœur, apparemment, il a des choses à se reprocher. Il essaye de réparer, en tout cas, s'il fait les choses au côté émotionnel, c'est vraiment apparemment, ce serait dans le sens de repenti. Donc il y a des choses qu'il a faites dont il est conscient que c'est grave ou ce sont de grosses erreurs ou quoi. Il est en mode repenti. Par contre, impulsivement, il peut réagir au quart de tour si on lui fait remarquer que... comment dire ça? Il peut être très très en colère par contre. Si on lui fait remarquer qu'on lui parle de ses croyances en la force et l'ordre. Parce que ça a l'air d'être quelqu'un qui a tendance à utiliser ça, ou peut-être que c'est en rapport avec son émotionnel, que c'est quelque chose qu'il a déjà fait trop de fois avant et qui a valu beaucoup de problèmes. D'où le fait que ça le fasse réagir puisqu'il est en mode repenti. Si on lui rappelle ses erreurs et qu'on lui rappelle ses fautes, aussi graves soient-elles, ça le fait réagir au quart de tour. Et apparemment, au nom de cette force et de l'ordre, auquel il est très convaincu de la bienfaisance de cette action, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu énormément de dégâts vis-à-vis de ça. Donc ça le fait réagir au quart de tour. Par contre, il a tendance à prendre du recul lorsqu'on le tente un petit peu trop avec des contrats, des alliances un peu particulières, des choses comme ça. Il a cette capacité de prendre beaucoup de recul, de faire très attention à ce qu'il va signer ou accorder. Ça, c'est un fait, donc il a assez papier, quoi. Très papier. Il semblerait que d'un autre côté, c'est quelqu'un qui se sente protégé. Je suppose que il est croyant, mais il se sent protégé par une forte croyance ou sa femme, s'il a une femme. Mais en tout cas, il se sent extrêmement protégé d'un autre côté. Il est vraiment, ça il le sait, il est très conscient de ce fait-là. Il est très protégé. Et ici, mentalement, c'est vraiment le gars qui veut se repentir. Il veut devenir un autre homme. Il a le souhait de devenir un autre homme qu'il estime être équilibré mentalement. Il est en plein travail de ce fait-là. Il fait très attention, il veut être un nouvel homme. Je présume que c'est en lien avec ce qu'il a fait avant. Je ne connais rien de sa life, mais que c'est à cause de ce qu'il a déjà fait et qu'il se repentit à ce sujet-là, qu'il veut faire les choses mieux et ne pas réitérer les mêmes erreurs. D'où le fait de faire attention aux contrats certainement ou aux alliances qu'il établit. Parce qu'il est fort probable, vu que c'est un de ses points clés, qu'avant il faisait moins attention aux contrats qu'il signait, aux accords qu'il signait. Ce qui lui a valu de devoir agir avec force et ordre et violence. Et énormément de dommages collatéraux. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a l'air de se repentir de ses erreurs de cette époque-là. Et qui a appris à faire attention. Et qui est donc protégé. Alors je ne sais pas si c'est religieux, et ou sa femme qui pourrait avoir un poste très important, j'en sais rien, mais qui est très bien entouré. En tout cas, il est très protégé, il le sait très bien. Il peut d'ailleurs utiliser cette protection, puisqu'il est très conscient de ça. Voilà. Qu'est-ce que Abu Mohamed al-Joulani veut faire dans les 4 mois à venir, 4-6 mois à venir? Quels sont ses réels projets, son but?
Alors, Abou Mohamed Al-Joulani veut rencontrer une femme qui a beaucoup de puissance et de pouvoir outre-frontière. Non, il ne veut pas la rencontrer. Il veut se séparer de cette femme qui a beaucoup de pouvoir. Je ne sais pas s'il va y arriver et je ne sais pas qui est cette femme, qui a beaucoup de pouvoir, qui est outre-frontière. Il veut s'en séparer parce que cette femme lui porte préjudice. Pour lui, à ses yeux, c'est une femme qui divulgue des informations qui lui portent préjudice et lui porterait préjudice. Donc ça, il veut s'en séparer. Ce qu'il veut faire, c'est s'en séparer. D'accord. Il va en parler, apparemment, il ne va pas se gêner pour en parler de toute façon autour de lui. Peut-être pas médiatiquement, mais autour de lui. Ensuite, et on va le lui communiquer, hein, surtout. On va le lui communiquer, qui est cette femme qui parle sur lui et qui lui cause du tort dans ses démarches et sa personnalité, tout ça, tout ça. Ensuite, c'est quelqu'un qui a comme mission et qui va jouer de médiatisation et du toucher le cœur, le côté émotionnel de beaucoup de citoyens. Donc, il va demander à ses citoyens de l'écouter et de le suivre par rapport à l'incompatibilité du chef d'État actuel, donc pour le virer. Ou en tout cas, comme quoi il est incompatible à cette position. Il va jouer beaucoup sur le côté médiatisation. Sinon, comment on fait pour rassembler autant de personnes? Voilà. On n'est pas à l'époque médiévale où c'était les ménestrels qui faisaient le taf. Donc, médiatiquement, il va faire en sorte qu'on le suive, que les citoyens suivent ses idées, donc les Syriens. Qu'on suive ses idées, si ça peut toucher le monde, tant mieux, mais là, ce n'est pas le sujet. Qu'on suive ses idées sur l'incompatibilité du poste de président. Je me demande d'ailleurs si dans le délire, il n'y a pas le souhait même de changer les droits du président dans le pays lui-même. Et que, en gros, il demande aux citoyens de le suivre. Ensuite, il y a quelque chose qu'il sait qui va entraîner des changements au niveau du pays, et c'est le côté administratif. Alors, il est possible que le côté administratif soit exactement le titre de poste de président, donc la fiche de poste elle-même, qui va changer, mais c'est très stratégique. Je ne vois pas pour le moment si c'est bénéfique ou pas pour les citoyens, ce n'est pas ce qui est dit, mais en tout cas, en sous-jacent, il va commencer à changer la politique et le poste de président, le travail qu'il a à faire, le pouvoir qu'il a. Il va changer petit à petit ça. Et c'est extrêmement stratégique. À la même idée, en gros, par exemple, que un président qui est élu tous les 5 ans et puis qui n'a pas le droit de renouveler son contrat, décide de changer pour son propre confort le fait du contrat. C'est-à-dire le changer pour être élu éternellement, jusqu'à son dernier soupir. Voilà. Donc c'est un changement de fiche de poste. Et là, il y a un changement de fiche de poste dans le côté administratif et c'est possible que ce soit la fiche de poste de président. Sinon, c'est vraiment administratif et on va parler de tout ce qui est importation, exportation. Mais de toute façon, c'est stratégique, c'est un jeu. Hein. C'est un jeu qui touche aussi le président. Dans le souhait d'éliminer les adversaires. Et ici, alors, ouais. Il va... Alors, comment décrire ça? Il va piéger l'économie de la Syrie. Il va la piéger avec de nouveaux contrats passés. En l'occurrence, c'est une arnaque. Les nouveaux contrats qu'il va passer par rapport à l'économie du pays et qu'il va entreprendre de cloîtrer, et ces nouveaux contrats ne sont qu'une arnaque, donc ne seront bénéfiques pour personne. Enfin, si, ceux qui ont signé le contrat, évidemment. Mais ce sera un mensonge. Il va en sortir comme un mensonge, en tout cas. Mais il va piéger l'économie du pays. Il va la ligoter, lui mettre des menottes, une laisse et un collier, quoi. Je sens le vent tourner, là. Oui, bon bref, je sens comme si il allait se passer la même chose que dans d'autres pays, voilà, ces dernières années. Donc je sais pas sous quel panneau publicitaire ce sera accepté par les citoyens ou mis en avant par la politique elle-même, mais en tout cas c'est ce qu'il veut faire, c'est-à-dire vraiment capturer l'économie du pays, quoi. Ensuite, médiatiquement,
Il va s'adresser, je sais pas trop, il va s'adresser aux personnes blessées, les personnes qui ont une position compliquée, les miséreux, les handicapés, les blessés de guerre et compagnie. Il va s'adresser à eux, médiatiquement, il va beaucoup leur parler en leur proposant des formations, un apprentissage libre pour tout le monde et que c'est extrêmement facilité. C'est extrêmement facilité en gros par le gouvernement. Médiatiquement, il va mettre l'accent sur ces personnes qui sont en position de difficulté. Voilà. Il va leur parler à eux, parce qu'il doit y en avoir un sacré paquet, pour pouvoir les atteindre eux. C'est qu'il y a une sacrée population pour ça, qui se retrouve dans la misère, la galère et compagnie. C'est à eux qu'il va s'adresser. Il va s'adresser à eux directement. Je suppose que c'est donc, comme je disais, vis-à-vis de travail, de formation, de choses comme ça, comme quoi on leur ouvre les portes, on leur facilite les choses et compagnie. Mais en réalité, il joue un double jeu. Il y a un double discours. C'est que je supposerais que si des gens répondent à ça, c'est un double engagement. Ok, tu bénéficieras par exemple d'une formation, c'est vraiment de l'exemple. Mais en échange, si je te demande d'aller faire tel truc ou tel truc, tu iras le faire. Parce que quand même, je t'ai permis d'avoir accès à une formation. Et quelle que soit la chose demandée en échange, c'est une balance quoi. Mais c'est son sujet, la population qu'il vise. C'est très bizarre, hein, la dernière colonne est très très bizarre. Je vais donner une image qui m'était venue mais que je me suis dit peut-être c'est pas ça. C'est l'image que j'ai eue en gros, c'est comme si réseaux sociaux, médiatiquement et tout ça seraient sollicités tous ceux qui sont dans la misère et les handicapés et tout ça, en fait, toutes les personnes vraiment dans une précarité profonde ou une grande difficulté de vie quotidienne, et à qui l'on demanderait, je sais pas, de faire justice au nom du pays. Ça serait un peu ambiance kamikaze quand même. Hein. Comme si on leur demandait on allait leur apprendre à se défendre et à être, comment dire, à répondre violemment à l'invasion. Et qu'on allait demander à ces personnes-là, puisqu'effectivement, s'ils sont dans la précarité, ou dans une difficulté profonde dans la vie quotidienne, ce sont des personnes qui sont directement touchées par les difficultés de la vie, et que donc, effectivement, si on leur promet que, écoutez, moi je vous ai entendu, je vous ai compris, allez vous battre, mais moi j'y vais pas, oui, certains y répondront facilement. Surtout si on leur dit, vous avez le droit d'être entendu, d'être écouté, crier très fort, tout ça, tout ça. Et qu'en fait, on peut facilement les entraîner à solliciter leur côté émotionnel pour aller se jeter, jouer les kamikazes, quoi. C'est l'image que ça m'a donné, mais je sais pas si c'est ça. J'ai un peu de mal avec celui-là. Mais c'est l'impression que ça me donne. C'est un peu comme si on demandait à ces gens-là, dans la difficulté et la précarité, de devenir une milice. Une milice du pays. Comme si on leur demandait ça. Une milice qui est vraiment, mais sans vraiment d'état d'âme, quoi. Une sorte de milice. Je sais pas, c'est une sorte de milice. Pour le reste, je ne change rien, hein, rien n'a changé et ça me fait que de confirmer. Mais là, on dirait une sorte de milice. Et la milice est constituée de gens précaires et compagnie. Alors, je suppose qu'on leur donnera ce qu'il faut pour pouvoir se défendre. Sinon, c'est un peu extrêmement hypocrite d'aller leur dire allez vous battre les mains dans les poches. Mais tout en leur rappelant que c'est à cause des anciens, si vous êtes dans cette difficulté, c'est à cause de l'ancien président, si machin, et qu'on leur donne pas de quoi se défendre. Donc, c'est comme si médiatiquement, on allait les solliciter à tous ces gens. Et je suppose qu'il y a des pays où les pauvres sont bien plus nombreux que les riches, hein. Il y en a beaucoup. Qu'on allait les solliciter, du coup ça me rappelle une certaine révolution qu'il y a eu en France il y a très longtemps, qu'on allait les solliciter justement pour éliminer tous ceux qui sont contre le nouveau potentiel chef d'État, quoi. Ça me rappelle des histoires similaires qu'il y a eu dans des pays de pays de l'Est il y a longtemps aussi. C'est très bizarre, mais je vais rester sur cette hypothèse-là. Tout le reste, c'est bon, j'en ferai une conclusion à la fin, mais je vais rester sur cette hypothèse-là d'utiliser les précaires, les miséreux, les handicapés, ceux qui vivent la difficulté au quotidien, les stimuler, les solliciter en leur disant ce qu'ils aiment entendre,
en leur faisant penser qu'on pense à eux, justement, pour qu'ils aillent faire le boulot eux-mêmes, quoi. En faire des milices, quoi, dans le pays. Ce qui fait qu'ils seraient les nouveaux juges de la rue, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai l'impression que ça donne. Auquel cas, si ça suit aussi le tirage de la personnalité de ce monsieur-là, de Abou Mohamed Al-Joulani, l'histoire de se repentir, apparemment, c'est pas envers les citoyens, c'est se repentir peut-être envers ses erreurs d'appréciation de contrat qu'il a eu signé, dans lequel il s'est fait arnaquer et qu'on l'a mis, je sais pas moi, sur un pilori, j'en sais rien. Mais a priori, ça semble pas être envers les citoyens. Sinon, il ne ferait pas ça. Ni ça, d'ailleurs. Ni ça. Ni ça. Bref, tout le reste, là. Allez, je vous laisse avec la conclusion. Abou Mohamed Al-Joulani semble traverser une phase de profonde introspection, conscient des erreurs de jugement et des actions passées qui ont engendré des conséquences dramatiques. Dans son esprit, il aspire à se transformer, à expier ses fautes. Ses remords semblent s'articuler autour des promesses qui lui auraient été faites, ainsi que des motivations qui l'ont poussé à agir. Cela explique son attitude plus acérée lors de nouveaux accords, où chaque demande d'action en son nom est scrutée avec attention, surtout lorsqu'elle est accompagnée de promesses de récompense. Cependant, il demeure vulnérable à l'impulsivité, surtout lorsque sa foi et ses convictions sur la force et l'ordre sont évoquées, des thèmes qui ont déjà causé sa perte par le passé. Abou Mohamed Al-Joulani ressent une protection non seulement par sa foi, mais aussi par ses fidèles et possiblement par sa femme, qui pourrait jouer un rôle crucial dans sa quête de rédemption. Abou s'apprête à se distancier, dans les plus brefs délais, d'une femme influente, occupant une position clé au-delà des frontières syriennes, car elle détient des informations compromettantes sur lui, susceptibles de nuire à ses ambitions. Le nom de cette femme lui sera révélé par ses proches. Il se présentera comme un rassembleur sous sa propre bannière, arguant de l'illégitimité du président Bachar al-Assad et exigeant sa démission. Ce sera une sorte de campagne politique, une propagande destinée à attirer le plus grand nombre d'adhérents. Les cibles privilégiées de cette initiative seront les laissés-pour-compte, les blessés de guerre et les démunis, touchant leurs émotions et leur cœur en promettant un accès facilité à l'emploi et à la formation, en échange de leur soutien inconditionnel, sous toutes ses formes. L'une de ces formes pourrait consister à devenir soldat pour la foi, en créant des milices disséminées sur le sol syrien, en jouant sur leur patriotisme et leur foi. À cela s'ajoute sa volonté de redéfinir le rôle de président de la Syrie. Une autre de ses missions consistera à redonner vie à l'économie syrienne, potentiellement en intégrant un système bancaire étranger, sous l'égide du Fonds monétaire international ou d'investisseurs étrangers, condamnant ainsi la Syrie et ses citoyens à une dépendance totale par rapport à l'extérieur. Il est fort probable qu'il bénéficie du soutien de ces derniers dans cette entreprise. En fin de compte, les richesses et la trésorerie de la Syrie pourraient être cédées à des investisseurs,